7 jours sur 7 d'actualité, mesdames et messieurs, reste le module de ces magazines Discours au peuple qui passe en revue toute l'actualité sociopolitique du pays. En ce qui nous concerne aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons beaucoup plus rester sur la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo. Plusieurs efforts sont déployés au sein du gouvernement, question de pouvoir juguler cette hémorragie sécuritaire qui fait tomber plusieurs compatriotes ainsi que les forces loyalistes dans la ligne de front. Alors, nous allons beaucoup plus évoquer la démarche des confessions religieuses, en l'occurrence l'Église catholique, ainsi que les CC qui mènent des consultations au sein de la classe politique congolaise. Ils étaient auprès du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, Tshilombo. Par après, les confessions religieuses se sont rendues également à Goma ainsi que Kigali. Tout récemment, ils étaient en Nairobi en passant par Bruxelles. Alors, quelle analyse faire de cette situation? Beaucoup d'interprétations au sein du parti au pouvoir IDPS. Il y en a qui ne souscrivent pas dans cette logique des consultations devant aboutir à un dialogue, échange patriotique de tous les Congolais autour d'une même table. Question de lever les options et en finir complètement avec cette guerre de l'Est qui a fait plus de 30 ans. Alors, pour beaucoup plus approfondir la question, nous avons fait appel à ce niveau du débat au président fédéral de l'UDPS Lubumbashi de Adalbert Loulou, Kampemba Rwashi, qui est avec nous. Soyez les bienvenus, monsieur le président. Bonjour, merci beaucoup, monsieur Johnny. Oui, quelle est votre lecture par rapport à cette démarche initiée par les confessions religieuses, en l'occurrence l'Église catholique et les CC, qui mènent des consultations au sein des forces vives ainsi que la classe politique congolaise? Question d'en finir avec cette guerre de l'Est qui date maintenant 30 ans. Ça fait 30 ans, c'est beaucoup. Merci beaucoup pour la question. Je crois que d'emblée, entrer dans l'entrée de la matière, et je crois que l'initiative des confessions religieuses, cette initiative est venue d'eux-mêmes. Cette initiative n'est pas venue du président de la République. C'est sur ce point que nous devons être clairs. À ce niveau-là, c'est venu. Et je crois que le président est toujours disposé à pouvoir accueillir, dans tous les sens, tout ce qui peut arriver à ramener la paix au niveau de la RDC. Je crois qu'au stade actuel, vous avez vu, ils sont allés voir les présidents de la République, ils sont allés en Europe, voir aussi les autres Congolais, je crois qu'ils sont allés au Rwanda. Attendons l'issue de ça. Et la primaire revient au président de la République. Mais sauf que le président ne cesse jamais de souligner que nous n'allons jamais négocier avec les M23. Le président est disposé à négocier avec les Rwandais, avec Paul Kagame, qui est pratiquement les parrains de ces mouvements. Parce que si on doit arriver à négocier avec les M23, à son temps, c'était... quand vous voyez les M23, ce n'est que la transformation. RCD Goma, CNDP, tout ce que nous avons connu comme mouvement rebelle à l'est du pays. C'est juste une transformation. Et à son temps, à tout moment, à chaque fois, lorsqu'il y avait des négociations avec ces mouvements rebelles, on aboutissait toujours au brassage et mixage. Et les brassages et les mixages, c'était l'endroit, le moment idéal pour les Rwandais à pouvoir infiltrer nos institutions. Et directement, l'appareil sécuritaire, entre autres l'ANER, vous avez les services de renseignement, des MIAP, au niveau des GEM, ainsi de suite. Et nous avions vite, le président a vite compris que ça ne sert à rien. S'ils doivent arriver à revenir, ils ont des revendications. Ce sont des citoyens congolais, ils ont des revendications parmi eux. Mais bon nombre, ce ne sont pas des Congolais. Donc s'il faut arriver à négocier, le président est toujours disposé à négocier directement avec les Rwandais. Voilà un peu la position du gouvernement. En ce qui concerne les confessions religieuses, ils sont en tournée. Bientôt là, ils vont pouvoir entrer au pays et la primaire reviendra au président de la République. Et on va nous dire, et à l'issue de ça, nous allons encore pouvoir nous prononcer là-dessus. Oui, mais quelle est votre lecture par rapport à certains membres de votre parti politique, IDPS, qui ne souscrivent pas dans cette logique des confessions religieuses? Dans cela, il y a aussi certains intrus qui commenceraient même à jeter des tracts pour s'en prendre aux édifices de l'Église catholique et protestante. C'est tout à fait normal de ne pas arriver à partager les mêmes points de vue que les confessions religieuses. Tout à fait, nous sommes en démocratie. Ce qu'ils font, c'est bien. Mais il y a aussi une branche
Le parti a déjà exprimé sa position. Mais s'il y a des ceux-là qui n'apprécient pas le démarche des confessions religieuses, est-ce pour autant que nous pouvons arriver à nous attaquer? Est-ce que pour autant que les gens peuvent arriver à s'attaquer aux confessions religieuses? Ce ne sont pas les membres du parti. Je tiens à vous confirmer que ce ne sont pas les membres du parti, ce sont les intrus qui cherchent à pouvoir s'attaquer. L'IDPS, c'est un parti de non-violence. Et la non-violence, nous la prenons à tout, nous prenons la non-violence à tous les niveaux, sur le plan physique, sur le plan moral, psychique, ainsi de suite. Mais si on cherche, on peut arriver à taxer que ce sont les membres du parti de l'IDPS, je tiens à vous dire aujourd'hui que c'est faux. Mais s'il y a de ceux-là qui cherchent à se cacher derrière les partis pour s'attaquer aux confessions religieuses, je tiens à vous dire que l'IDPS n'est pas concerné de près ou de loin. Ce sont des gens et nous demandons au service de renseignement à pouvoir enquêter là-dessus. S'il y a ceux-là qui vont se retrouver mais dans les cercles, ils doivent être transférés devant la justice et répondre de leurs actes. Parce qu'au stade actuel, nous avons beaucoup plus de la paix, nous avons beaucoup plus de la cohésion de tous les Congolais. Oui, il y en a aussi qui estiment que le rôle de l'Église devrait plutôt beaucoup plus s'atteler dans l'aspect de la prière, comme nous l'avons vécu hier à Lubumbashi, avec l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Monseigneur. Vous savez, l'aspect de la prière, on ne prie que lorsque on est en paix. On ne prie jamais lorsque vous êtes en débandade. Quand les gens sont en train de fuir, on ne prie jamais. Donc je ne peux pas arriver à empêcher les confessions religieuses à pouvoir chercher la paix. La population congolaise, nous avons besoin de la paix. S'ils sont dans cette démarche, vraiment, cette démarche pouvant permettre à la nation congolaise à pouvoir y trouver sa paix, la paix plutôt que nous recherchons tous, je crois qu'il n'y a pas de problème. Dire qu'ils doivent uniquement se limiter à la prière aussi demande la paix. Nous savons tous, vous et moi, nous prions. Et quand on doit prier, on a besoin de se retrouver dans un endroit vraiment là où il y a la paix. S'il n'y a pas la paix, vous et moi, nous allons nous retrouver en train de fuir. Donc, nous ne pouvons pas arriver à les refuser. Si d'abord, d'emblée, les premiers citoyens congolais les a accueillis en paix et il a parlé avec nous, que dirons-nous de nous autres? Je crois que nous pouvons arriver à les laisser, continuer avec cette démarche-là, et à l'issue de ça, ils vont pouvoir faire un compte rendu au président de la République. C'est à lui de prendre une décision si on doit continuer avec cette démarche ou pas. C'est là qui accuse à tort ou à raison les prélats catholiques. C'est au motif que lors des différentes rencontres avec le chef rebelle ainsi que le président du pays agresseur de la RDC, ils étaient très souriants et aussi très détendus. Et cela a été très mal interprété dans l'opinion, qui ont considéré que les autorités ecclésiastiques seraient des complices. En tant que président fédéral, je comprends aussi. Je comprends l'état dans lequel la population congolaise est en train de se retrouver. Il est vrai, Paul Kagame, c'est notre agresseur. Mais vous retrouvez les prélats catholiques avec CDSCC, se retrouver devant Paul Kagame. Si vous me posez la question, ils étaient très à l'aise. Je vous retrouve, mais est-ce qu'il fallait qu'ils soient détendus et plutôt en colère devant Kagame? Non, non. Ils sont allés à la recherche de la paix. Je crois que quand on est en train de poursuivre la paix, nous sommes appelés à parler dans un air vraiment très détendu. Je dis que non, non, il y a une certaine complicité. Bon, en fait, je ne saurais pas vous le dire à ce niveau-là. Maintenant, dans la globalité ou de façon partielle, je peux dire ainsi, il y a un des opposants en la personne de Franck Djongo. Pour lui, toute négociation pour ramener la paix, il faut que d'abord le chef de l'État, Félix Tshisekedi, puisse démissionner de son poste, le président de la République, avant d'engager toute négociation. C'est ça son cahier des charges fourni aux évêques. Lorsque le président Félix va pouvoir démissionner, mais qui va continuer avec les négociations? Voilà la question aussi. C'est son point de vue, il est libre en tant que citoyen congolais de dire tout ce qu'il veut. Mais quant à ce qui concerne le président Félix, il est là. Si lui l'autorité, il continue à gérer la nation jusqu'à la fin de son mandat. Demander au président Félix à pouvoir démissionner aujourd'hui, je crois que alors dans ces cas-là, on n'a pas besoin de la paix. C'est lui qui est là. C'est lui qui engage l'État congolais et c'est lui qui est censé. Il a un mandat de 5 ans. Je crois que le mandat du président Félix va expirer en 2028.
Si Franck Diongo va pouvoir se représenter aussi comme état candidat, je crois qu'il attendra l'issue de ça. Mais demander au stade actuel au président Félix de pouvoir démissionner, je ne vois même pas la raison pour laquelle le président peut arriver à démissionner. Juste parce que nous sommes agressés. Non, non, le président, il a la richesse des solutions. Afin que le Congo reste un et indivisible. Alors, au sein de l'Union sacrée de la nation, est-ce que vous avez quand même pressenti la cohésion pendant cette période de dure épreuve? Y a-t-il la cohésion au sein de l'Union sacrée? La cohésion, elle est là, au sein de l'Union sacrée. La cohésion est là. Par moment, les autres, il y a ceux-là qui veulent assez que les gens se mettent à crier. Parce que tout ce monde, c'est le président qui les gère. C'est le président qui est l'autorité morale de l'Union sacrée. Le président ne vous a jamais dit que tel X ou Y n'est pas avec nous. N'est pas avec nous. Non. Il y a certaines bouches qui veulent assez que tout le monde commence à crier. Mais moi, je comprends. Tous ces monde, ils sont avec le président Félix. Ils sont avec lui. S'il y a des mois, parce que l'adhésion au niveau de l'Union sacrée, elle est libre. Tout comme le départ aussi est libre. C'est là qui ne veulent pas être avec le président Félix au sein de l'Union sacrée. Je crois qu'ils sont libres de partir. Mais au stade actuel, je tiens à vous dire qu'ils sont là et ils travaillent. Chacun a son poste. S'il y a des réunions qui peuvent arriver à se tenir au niveau de l'Union sacrée, ce sont des réunions qui se tiennent convenablement. Parce que beaucoup de compatriotes, particulièrement les membres de l'UDPS, voudraient voir certains membres du gouvernement, même ceux-là qui occupent des postes importants au pays, agir de la même façon que Jean-Pierre Bemba Gombo, bien qu'il est ministre des Transports, mais il est en train de faire, au-delà même de ses attributions en tant que ministre des Transports et des Communications, par rapport aux enjeux de l'air et à la situation dans laquelle le pays se retrouve actuellement. Effectivement, Jean-Pierre Bemba, nous le voyons vraiment sur le terrain, au four et au moulin, en train de faire la mobilisation, la sensibilisation, que nous sommes aussi en train de faire au niveau du parti. Parce que vous devez savoir qu'au stade, aujourd'hui, au niveau de l'espace au Katanga, il nous est interdit à pouvoir faire des manifestations populaires publiques. Mais nous continuons à faire nos réunions au niveau de la fédération, dans nos cellules, sections, nous les tenons. Mais ce que Jean-Pierre Bemba est en train de faire, au-delà de ses attributions, il est fait en tant qu'un homme politique. C'est sa façon aussi de voir les choses. Mais on ne doit pas arriver à demander à tout le monde de faire la même chose que Jean-Pierre Bemba. Parce que ça a été la concurrence pour rien. S'il y a Jean-Pierre Bemba qui se met à crier, il y a aussi d'autres qui font aussi le travail des fourmis. Chacun a sa façon d'entamer. Ça dit que nous avons un problème au niveau de la nation. Nous ne pouvons pas arriver à demander à tout le monde d'aborder les problèmes de la même manière ou bien de la même manière. Chacun a sa façon d'aborder un problème. Il y a ceux-là qui abordent des problèmes en criant, il y a ceux-là qui abordent des problèmes, les problèmes silencieusement. Mais pourvu que nous arrivons tous à trouver des solutions. Voilà ce que moi je peux arriver à vous dire au stade actuel. Parce que par moment aussi, l'effet de trop crier, ça permet à l'adversaire aussi de comprendre quelle est notre position. Mais au stade actuel, ce que Jean-Pierre Bemba est en train de faire, c'est encourageant. Mais s'il y a aussi ceux-là qui font aussi le travail des fourmis, qui par après, si nous n'arrivons pas à nous rendre compte aujourd'hui et que demain, nous pouvons aussi arriver à nous rendre compte que non, il est vrai, ils ont aussi abattu un travail de titan pourvu que la RDC recouvre sa paix. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est Discours au peuple qui passe à l'instant. Nous recevons le président fédéral de l'UDPS, Lubumbashi de Kampemba Rouachi, en la personne d'Albert Loulou, qui est avec nous sur ce plateau de Discours au peuple. Alors, nous entamons les derniers virages de ces magazines. Monsieur le Président, il y a aussi les États-Unis d'Amérique qui ont prononcé quelques sanctions contre certains personnalités du Rwanda, en l'occurrence James Kabarebe, il est ministre d'État et d'intégration régionale du Rwanda, et aussi les porte-parole du M23 qui s'appelle Lawrence Kanyuka. Ils se sont vus être sanctionnés par les trésors américains et leurs avoirs sont gelés. Toujours en ce qui concerne leur implication directe en tant que cerveau moteur dans cette guerre d'agression, comment vous avez trouvé cette décision? Merci beaucoup. Je crois que petit à petit, la communauté internationale commence à comprendre ce qui se passe à l'Est. Ce qui se passe avec les Rwandais. Parce qu'on a cessé, les autorités du pays, le président a cessé de les prononcer à haute voix.
que la guerre qui sévit à l'Est, ce n'est pas avec les M23, c'est directement avec les Rwandais. Donc, quand vous voyez la personne de James Kabarebe dans les systèmes rwandais, je peux dire que c'est la deuxième personnalité, juste après Paul Kagame, en termes d'influence. Donc, si aujourd'hui que cette personnalité est sanctionnée, ce n'est que les débits. Et nous voudrions, ces sanctions-là, ce sont des sanctions qui sont ciblées. Mais nous voudrions assez que si la communauté internationale, particulièrement les États-Unis, s'ils peuvent aller au-delà de ça, de ces sanctions-là, arriver à les sanctionner, nous avions vu, il y a eu des gens qui ont été sanctionnés au Soudan, que ce soit les Soudans du Nord, Soudan du Sud. Oui. Il y a tant de pays là où les gens ont été sanctionnés dans ce sens par les trésors américains. Mais avec quelle finalité? Avec quel résultat? Ces gens continuent aujourd'hui à vaquer librement à leurs occupations. Mais nous voudrions assez que, si on peut arriver aussi à mettre un embargo en termes d'achat d'armes, de procuration de tout ce que nous avons comme matériel de sécurité vis-à-vis du Rwanda, je crois que ça serait une bonne chose. Parce que les Rwandais en soi, ils se sont toujours basés sur l'aspect qu'au Congo, il y a les FDLR. FDLR, oui. Ce sont les FDLR qui sont en train de pourchasser au niveau du Congo, les FDLR. Mais quand vous voyez l'influence qu'a les FDLR, cette influence des FDLR ne leur permet même pas de tuer même un Kankréla. Avons-nous déjà entendu une fois que les FDLR ont attaqué les Rwandais pendant les 30 dernières années? Jamais aucun. Que ce soit dans les médias au niveau régional, au niveau international, nous n'avons jamais entendu. Les FDLR, leur capacité de nuisance vis-à-vis du Rwanda, c'est zéro. Mais le problème entre la RDC et les Rwandais, c'est un autre problème que celui-là. C'est juste cette expansion territoriale que les Rwandais envisagent. Les vols des minéraux. Parce que vous devez savoir que l'économie rwandaise, c'est une économie de contrebande. Vraiment. C'est l'économie de contrebande qui sont en train de vivre les Rwandais. En volant nos minéraux au niveau du Congo et aller les revendre au niveau sur l'espace international. C'est ça avec les Rwandais. Et ils bénéficient de ces soutiens-là de la communauté. La France, vous avez la Pologne, vous avez l'Angleterre, ce sont ces États-là qui sont en train de soutenir les Rwandais. Et vu aussi de tout le monde, sous prétexte d'un génocide qu'ils ont créé de toutes pièces. Donc il faut que nous arrivions à comprendre que ces sanctions, ce sont des sanctions qui sont, ce n'est que les débits, mais nous leur demandons d'aller au-delà. Je peux vous donner, M. Donner, un exemple. Okay. En 1994, lorsque cette histoire a commencé au Rwanda, il y a les Hutus qu'on appelle aujourd'hui comme étant des génocidaires. Ils ont demandé à son temps si on pouvait arriver à leur permettre un couloir pour qu'ils viennent se réfugier au Congo. C'est quoi? C'est l'erreur que nous avions commis à ce niveau-là. Et à ce temps-là, je prends un exemple d'un citoyen Hutu en 1994 qui n'avait que 4 ans ou 5 ans. Aujourd'hui, si nous pouvons faire 30 ans ou bien 35 ans après, ce citoyen a combien? Il a presque une affaire de 40 ans. Doit-on continuer toujours à les traiter comme un génocide? Non. Il est impliqué dans les génocides qui s'est passé au Rwanda. Si son père a commis des génocides, en quoi ce citoyen rwandais est concerné? Qui avait 4 ans à l'époque. Qui avait 4 ans en 1994. En quoi il est concerné par les génocides? Ce citoyen rwandais n'a-t-il pas le droit de rentrer chez lui au pays? Si on demande aujourd'hui à la RDC, au Congo, à pouvoir négocier avec les M23, pourquoi la même communauté internationale aujourd'hui ne peut pas demander aussi au Rwanda de négocier avec les FDLR au nom de la paix? Donc vous comprendrez que le Congo est victime d'un complot. C'est un complot qui est à un niveau. Donc ça doit nous permettre à ce que nous soyons soudés. Les divisions ne vont pas profiter à qui que ce soit. Donc cette histoire-là des FDLR, cette histoire sécuritaire-là, c'est juste un faux prétexte qu'on cherche à coller à la RDC pour rien. Alors, comme il y a beaucoup de personnalités qui mettent en cause ces sanctions américaines contre certains dignitaires rwandais et d'autres cerveaux montaires du M23, alors n'était-il pas bon de recourir à un autre allié, un autre partenaire de taille, comme la Russie par exemple, pour un peu stabiliser cette partie est du pays? Parce que nous avons vu certains pays africains qui ont fait recours à la Russie
Nous, en tant qu'IDPS, en tant que parti au pouvoir, nous demandons au président un excès des ailes. Le président doit aller au-delà de ça. Le président doit arriver à marquer l'histoire de ces pays. Le président Félix doit arriver à marquer l'histoire de ces grands continents, qui est l'Afrique. Je crois que si, à un certain moment, il peut se comporter aussi comme Benjamin Netanyahou, en Israël, nous voyons ce qui se passe. Benjamin est en train de bombarder les Palestiniens au niveau de la bande de Gaza, au vu aussi de la communauté internationale. Qu'est-ce qui empêcherait aussi qu'on se mette aussi à bombarder les Rwandais? Qu'est-ce qui empêcherait que... C'est une décision que nous pouvons, que nous demandons, que nous sommes en train de créer à tout moment. Là, on va recourir au fameux génocide encore. Parce que le Rwanda est considéré comme un pays minoritaire, ayant un peuple minoritaire. C'est cet aspect-là minoritaire. Le Congo, nous avons combien d'ethnies? Nous avons plus de 450 ethnies. On nous colle cette histoire-là que non, les Banyamulenge, ce sont des Congolais et que cette ethnie-là est minoritaire au niveau du pays. Nous avons plus de 450 ethnies. Imaginez-vous, M. Diony, que si chaque ethnie qui se sent lésée parce que nous n'avons pas un officier militaire, parce que nous n'avons pas un bourgmestre, parce que nous n'avons pas un ministre, parce que nous n'avons pas XY, et que nous devons arriver à prendre les armes contre la République. Pouvez-vous imaginer qu'il sera l'avenir de la RDC? Ça sera une jungle. La loi a déjà institué de quelle manière nous pouvons arriver à revendiquer nos droits. Toutes les ethnies dans ces pays, nous sommes minoritaires. Même votre ethnie aussi est minoritaire. Plus de 450. Si chaque ethnie, je vous répète, si chaque ethnie doit arriver à prendre les armes contre la République, M. Diony, pour réclamer ses droits politiques. Pour réclamer ses droits. Parce que le gouvernement qui vient d'être dissous, nous n'avons pas eu un ministre. Les 450, donc nous aurons et les officiers supérieurs dans l'armée. Dans l'armée, notre ethnie, nous n'en avons pas aussi. Les bourgmestres, notre ethnie, nous n'avons pas aussi. Donc nous allons former un gouvernement de 450 ministres qui n'existe nulle part au monde. Donc il y a toujours des façons, des moyens que nous devons arriver à revendiquer nos droits, que l'État est censé aussi nous écouter. Donc ce sont des prétextes qui vont servir à rien. C'est ce que j'ai dit, il faudrait alors faire appel à la Russie. La Russie, le président l'a toujours dit, la Russie serait les bienvenus au Congo. S'ils veulent bien venir au Congo, ils sont les bienvenus. La RDC est libre de contracter des contrats, de contracter des partenariats avec n'importe quel pays. On ne doit pas arriver à nous limiter, que nous n'avons que les amis uniquement les Européens ou bien les Américains. Non, le Congo c'est un État souverain, c'est un État libre. C'est qui ont le monopole. Nous sommes libres à pouvoir contracter des alliances avec n'importe quel État, même avec la Russie, même avec la Chine. Mais moi, à mon analyse, je comprends bien que ce sont ces États-là qui ont peur des États-Unis. Ce n'est pas les Congo qui ont peur des États-Unis. Ce sont ces États-là, la Russie, la Chine, qui ont peur des États-Unis. Ce sont eux qui ne veulent pas vraiment s'engager militairement au niveau de la RDC. Ce n'est pas les Congo. Nous avons déjà fait tant de pas vis-à-vis de la Russie. Le président Félix a déjà envoyé des émissaires au niveau de la Russie. Lui-même est parti là-bas. La Chine, n'en parlons même pas. Ce sont ces États-là qui ont peur des États-Unis. Ce n'est pas la RDC qui a peur à pouvoir contracter des alliances avec ces États. Mais comment est-ce qu'ils sont partis au Burkina Faso, en Centrafrique, ils sont au Niger, ainsi partout là, mais ce sont également des pays où il y avait une grande influence des États-Unis d'Amérique, ainsi que de la France, mais la Russie est là-bas. Il me semble qu'il y a un blocage au niveau du gouvernement de Kinshasa. Il n'y a pas un blocage comme tel. Ces États-là dont vous venez de citer, il y avait des bases des Français, il y avait des bases des Américains, mais chez nous au Congo, nous n'avons pas. Quelle est l'influence que vous allez dire que non, la France a l'influence au Congo? La France, au contraire, ce ne sont que des voleurs qui utilisent les Rwandais pour nous voler. Il n'y a aucune base, que ce soit des Américains, que ce soit des Français, au niveau de la RDC, il n'y en a pas. Mais ils utilisent les tout petits pays, qui est les Rwandais. Ils l'utilisent tout en l'armant militairement. Pas plus que longtemps récemment, vous avez appris
La Pologne s'est prononcée officiellement que nous allons pouvoir livrer les matériels militaires de la dernière génération au Rwanda. Et ils ont dit ça. Et tout pourquoi? Parce qu'ils ont besoin, au lieu de venir officiellement négocier avec un État souverain, avec un gouvernement qui est légalement établi, au lieu de venir négocier officiellement et avoir tout ce que nous avons comme loi, pouvoir s'installer au pays, installer leurs sociétés, leurs usines et commencer à produire normalement. Mais ils préfèrent passer par les Rwandais parce que les Rwandais utilisent la contrebande. Je vous ai dit que non, l'économie rwandaise, c'est une économie de contrebande. Et ils sont en train d'utiliser ça. Au Rwanda, il n'y a pas de carrière, il n'y a pas une mine d'exploitation de coltan, d'or ou quoi que ce soit. Mais quand vous allez au niveau international, en termes de production, en termes de vente, vous allez voir que la vente et la production ces minéraux-là, des coltans, sont en train de grimper. Sont en train de grimper. Mais ils sont en train de trouver ça où? C'est en volant au Congo. C'est par là que le gouvernement, notre gouvernement, avait même porté plainte à la société Apple pour qu'ils nous disent réellement où est-ce qu'ils sont en train de se procurer